Oh. Oh, bonsoir. Vous me surprenez alors que je fais semblant de lire ce livre qui n'est même pas le sujet de la vidéo. Ah, Rulantica, l'île secrète. Une review de mois par mois. Pour vous. Une review de mois par mois pour vous. Allez, on est go. Pop, 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 pop. Je passe tout de suite dans la partie disclaimer parce que je vous vois arriver, vous là, derrière votre écran. Oui, mais Antoine, tu vas parler du livre alors que moi je l'ai pas lu et j'avais pas envie que quelqu'un me le spoil. Cesse d'écrire. Maintenant. Maintenant, now, cesse. La vidéo, elle va être divisée, non pas en une, mais en deux parties. Première partie, elle sera sans spoiler. La deuxième partie, du coup, dans ce cas-là, sera avec spoiler. Il y a des choses à dire. À la pelle. Prenez votre plus belle tasse, mettez-y votre meilleur thé et puis on va parler livre. Qui l'eût cru? Donc, Rulantica, l'île secrète, roman jeunesse de Michaela Hanauer, sorti en 2019 en allemand et il aura fallu attendre mi-2020 pour qu'il soit sorti en français. Le roman suit donc les aventures d'Akina, une mérienne résidente de l'île secrète de Rulantica. Vivant sa petite vie avec sa famille, elle se rendra compte un jour du jour au lendemain que elle a un frère jumeau qui est humain en dehors des barrières de Rulantica. Le roman tourne donc autour de cette aventure de elle cherchant à tout prix à connaître la vérité autour de son passé et surtout de savoir pourquoi il y a une telle malédiction sur Rulantica. Et parce qu'il faut quand même lui rendre hommage, Helge Vogt s'est occupé du coup des magnifiques illustrations que vous pourrez trouver dans le livre. Le livre est aux éditions Michel Lafon, vous le trouverez sur internet ou alors directement au parc. Maintenant que vous savez le basico-basique, juste ce qu'il faut savoir, on va commencer par ce qui est le plus sympa, par ce qui m'a vraiment plu. Ce qui m'a plu, genre, premier, c'est genre ça. Alors, regardez. Je vais vous montrer la caméra. Je le retourne. Je tourne ça, hop là, le fait. Je mets partout. La gueule du livre, il est beau. Sincèrement, il est super beau. C'est comme beau, mais avec une cape. On ne doit pas juger un livre à sa couverture, mais si c'était le cas, celui-là, il aurait du 200% sur 20. C'est du rigide, ça soit que c'est du solide, simplement dans une bibliothèque ou alors que ça soit sur une étagère. En toutes circonstances, d'ailleurs, je vais vous passer quelques images actuellement de mise en situation de où vous pouvez mettre le livre pour qu'il soit joli, des mises en situation tout à fait plausibles et de la vie quotidienne. Remarquez à quel point il s'intègre partout, en fait. C'est vraiment... Il a été pensé pour être mis partout. Sincèrement, bravo. Chapeau. Bravo. Voilà, bon bref. Autre détail, c'est tout bête, mais il apporte en fait de la profondeur et du détail à l'univers de Rulantica. Ok, oui, c'est bateau, mais je le mets dans les points positifs sans spoiler. On apprend énormément de choses, notamment vis-à-vis de ses habitants, les Mériens, leur place, le fait qu'il y ait des Mériens gentils, des Mériens un peu plus méchants, le rôle de chacun, les chefs de chacun, pourquoi certains sont immortels, pourquoi d'autres le sont pas. Sincèrement, le livre apporte toutes ces réponses. Si un tant soit peu quelqu'un dans la salle avait des questions dessus, non? Vraiment pas. Pour tous les autres qui se posaient la question, oui, ça répond à pas mal de questions qui sont pour le coup canoniques. Et ça, c'est quelqu'un qui travaille à Rulantica qui vous le dit. Autre point que j'ai beaucoup aimé dans le livre, encore une fois, c'est pas du tout du spoiler, c'est marqué sur la 4e de couverture. À la base, Akina est seule, finalement apprendra qu'elle a un frère jumeau qu'elle ira chercher. Ce frère jumeau, elle va le trouver. Je vous apprends rien. Elle va le trouver, ce frère jumeau, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa réaction. Quand Matt découvre la première fois Akina et que Akina lui fait tout gober en un coup, Matt va mettre un certain temps à complètement digérer la nouvelle, en passant vraiment par presque toutes les phases. T'es creepy, dégage. En allant plus après vers le « Ok, t'es un peu chelou comme nana, mais à la limite, t'as l'air paumé, je vais t'accueillir chez moi, on va en discuter, on va voir ce qui t'arrive. » Alors, il y a beaucoup de romans jeunesse qui jouent un peu la paresse dans ce genre de situation, où quand un événement surnaturel ou alors fantastique apparaît à un des héros qui est plus terre-à-terre, on va dire, qui est 100% humain, la plupart du temps, en une page, c'est réglé. C'est comme ça, oui, tu es l'élu. Boum.
ah bah je l'ai toujours rêvé, basta, et continue comme si finalement de rien n'était, hormis que c'est devenu l'élu entre la page 93 et la page 95. Le livre prend pas cette paresse. Je vais quand même souligner ce petit effort. Franchement, ça valait le coup d'être noté, et rien que pour ça, voilà, dans mes points positifs. Pour tous ceux qui s'attendaient à avoir plus, dans la partie sans spoiler, vous vont être déçus, parce qu'on va tout de suite passer aux trucs qui me plaisent pas. Et là, j'en ai aussi pas mal, dont un très gros, on va revenir dessus là maintenant tout de suite. En fait, un des trucs que j'aime le moins, et en fait c'est directement sur la 4e de couverture, c'est qu'on apprend tout de suite que Akina a un frère jumeau. C'est sur la couverture aussi, hein, je vous le remonte vite fait, c'est sur la couverture aussi, hein, on voit tout de suite qu'ils sont deux dessus. Eh ben en fait, en lisant le roman, en lisant un peu l'aventure, c'est presque dommage. Ce côté on est deux dans le roman arrive du coup très vite parce que c'est quelque chose qui est plus ou moins acquis. Akina apprend qu'elle n'est pas seule et qu'elle a un frère jumeau caché à la 94e page. Comment vous expliquer ça? Quand quelque chose est acquis dès la 4e de couverture qu'elle n'est pas seule, apprendre cette nouvelle à la 94e page sur un roman qui en fait un peu plus de 300, y a déjà un tiers du roman qui est passé. Et du coup, cette info, elle arrive, tu as presque complètement oublié la 4e de couverture, et cette nouvelle, elle arrive dans le roman, genre elle pop. Voilà, c'est même dit par, je vais pas dire maintenant par quel personnage, mais par un personnage qui est secondaire de la secondaire, hein, sincèrement. Au moment où tu le lis, tu dis « Oh, c'est quand même une grosse révélation », et en fait, on te fait clairement comprendre que « Ouais, bah non, en fait, pas trop, on te l'a déjà dit en amont ». Tu sais pas si c'est quelque chose de foncièrement très gros, parce que t'es censé déjà le savoir avant de commencer, mais ça arrive quand même au bout d'un certain laps de temps où il y a déjà eu des péripéties avec l'héroïne principale. À ce tarif-là, j'aurais carrément préféré on le dise pas qu'elle est un frère jumeau. Sincèrement, que ça soit un plot twist, et là, clairement, au bout du tiers du bouquin, ouais, ça, c'est totalement envisageable alors dans ce cas-là. Mon dernier argument contre, mon dernier truc qui m'a pas plu, et ça sera la fin d'ailleurs, après ça, de la partie sans spoiler, il y a un truc que je déteste de ce livre, c'est Snorri. What? Snorri est sur la 1re de couverture, hein, il est là, voilà. Ça, c'est Snorri. Ah, pour rappel, Snorri c'est la mascotte de Rulantica. Donc, faut que ça se vende. Dans un livre de mascotte, c'est qui tout double. Soit c'est bien intégré, il est héros, il est là, il sert vraiment à quelque chose, et ça passe, le livre est digeste. Soit vous faites comme l'île perdue, et vous donnez l'impression que Snorri a été rajouté. Déjà dans un premier temps, Snorri est insupportable. Il est insupportable, il est même pas intéressant comme personnage, c'est un truc de fou. 80% des actions de Snorri ne servent à rien, hormis de le mettre lui en avant, c'est-à-dire il ne fait pas avancer l'histoire, il sert clairement à se vendre lui-même. Il a un rôle qui est important, qui pourrait correspondre à 20% de son apparition. 20% où il est vraiment intéressant. Les 80% qui sont derrière, il ne sert à rien. Il est emmerdant, je suis désolé, il est emmerdant, c'est un vrai gosse. Snorri a un comportement aussi de Pokémon, sans déconner, il ne sait dire que ses 2-3 premières lettres, ou alors Snorri, même à un moment donné, il le crie aussi. Ah ouais, on en est là quoi quand même, on en est là. Là où c'est encore plus dramatique, c'est que les passages où Snorri est rajouté, ça se sent jusque dans le vocabulaire utilisé. Le vocabulaire du roman est en dents de scie. Un coup, c'est hyper sérieux, t'arrives à accrocher, même en tant qu'adulte, t'arrives à accrocher, c'est sérieux, il y a des enjeux, des tenants, des aboutissements, et d'un coup, t'as Snorri qui arrive, et là tu sais pas pourquoi, enfin si, on pourrait imaginer que c'est parce qu'il a été rajouté à la va-vite derrière, parce qu'il était peut-être pas assez présent, mais quand il est là, mais le vocabulaire il est à ras les pâquerettes. Tu passes de jeune adulte à bonjour, je suis en CE2 et je vais t'apprendre comment Snorri il aime les escargots à la cannelle. Sans spoiler ce qui se passe, les deux protagonistes sont à un moment donné en difficulté. Snorri est le seul à ne pas l'être, du coup vous avez un des deux qui demande à Snorri de venir l'aider. Snorri est en train de manger un escargot à la cannelle, donc pour ceux qui savent pas, l'escargot à la cannelle est vendu à Rulantica comme une des pâtisseries préférées de Snorri. Sans déconner, en 5 pages, s'ils n'ont pas dit 10 fois escargot à la cannelle, c'est peu. Je résume grossièrement, mais c'est le ressenti que vous avez au bout de 4 pages. Hein. C'était un peu du genre oh bah Snorri, on est en danger, lâche cet escargot à la cannelle et viens nous aider. Snorri tient très fort l'escargot à la cannelle. Il était trop obnubilé par l'escargot à la cannelle car il aime vraiment les escargots à la cannelle. Snorri lâcha l'escargot à la cannelle avec un peu de déception, mais il se dit mieux vaut en avoir plus la prochaine fois.
Le plus gros point noir du roman, c'est 80% des interventions de Snorri qui sont juste de la merde. Alors je vous vois déjà arriver, oui, c'est mignon, oh, tu abuses un peu, il est chouki. Ah oui, ok. Il intervient à un moment où il est vraiment très important, parce que sans lui, ça aurait pas pu continuer. Le reste du temps, et là je vous mets au défi dans les commentaires de me dire le contraire, les plus gros événements du livre, Snorri n'est tout simplement pas là. En fait, on justifie en disant « Oh, Snorri est parti, je sais pas, vagabonder ailleurs, il se passe des trucs importants, Snorri revient après. » Les personnages principaux, ça reste les deux jeunes. Snorri a un statut là qui est ni secondaire ni principal. Il est un peu entre les deux. Il est aussi présent qu'un personnage principal, mais il est aussi intéressant et ses actions ont autant d'impact qu'un personnage secondaire. Je reprends mon thé parce que du coup on va passer à la partie spoiler. Ceux qui veulent pas du coup se faire spoiler, vous avez un timecode ici. On se retrouve tout à l'heure pour ceux qui s'arrêtent là. Et puis pour ceux qui continuent, du coup on passe à la suite. Je parlais tout à l'heure des réactions de Mats quand Akina est venu le chercher. A contrario, Akina a aussi fait... Enfin, les réactions d'Akina quand elle est sortie de l'eau étaient aussi hyper intéressantes à suivre. Parce que du coup, Akina s'est vu posséder des jambes, étant donné qu'elle est moitié mérienne et moitié humaine. Akina s'est découvert des jambes en sortant de l'eau. Il y a toute une section d'apprentissage. C'est-à-dire, Akina, elle n'est pas du genre ça y est, j'ai des jambes, c'est trop chouette, youpi, tralala, ploum ploum. Il y a tout un processus d'apprentissage, de mimétisme avec ce qu'elle trouve sur la plage. Elle se relève quand même relativement assez vite, même si elle se relève pas toute seule. C'est le Kelpie, une fois sur Terre, qui lui permet de se mouvoir. Elle reste d'ailleurs la plupart du temps sur son dos, mais il n'y a pas cette fougue que vous trouvez des fois dans les romans où tout d'un coup le personnage a un nouveau pouvoir, il met une page à apprendre comment ça marche, et puis c'est le nouvel élu, un peu ce que je disais avant. Là, pour le coup, c'est super bien écrit. Chapeau. Là, pour le coup, j'arrivais à me projeter avec elle. Franchement sympa. La scène là, encore une fois, par rapport à Matt, dans la même veine, sauf que je l'ai mis du côté spoiler parce que c'est là où je dis que du coup elle s'est découvert des jambes. Chapeau. Je vais reprendre le livre pour ça. Rulantica, pour ceux qui savent plus trop, Rulantica c'est une des îles qui a été le sujet c'est une île qui a été le sujet d'une des aventures de l'ACE, donc de l'Adventure Club of Europe, qui est le fil rouge maintenant d'Europa Park à travers ses attractions, à travers Rulantica et même à travers le Chronazar. L'ACE a eu le droit à une introduction là-dedans. Sincèrement, j'ai été un peu étonné. J'avais vu à droite à gauche, vite fait, que le Chronazar pourrait être dedans, mais je ne savais plus si c'était sur ce livre ou alors le livre qui est sorti, qui est explicitement tourné autour de l'ACE. C'est Adventure Club des jeunes, là. On en parlera peut-être un jour si j'ai le livre en français. Le Chronazar se trouve dans la ville de Matt. Il existe un muséum d'histoire naturelle qui s'appelle le Chronazar. On parle aussi du squelette qui est dans le hall, tout comme chez nous en fait. On parle aussi du... Je vais lire mes notes parce que là on commence à partir dans les noms un peu scandinaves. Le squelette de Anders Svensson, c'est on parle justement de celui qui a découvert le squelette. Je suis désolé si je l'ai mal prononcé pour les hardcore fans de l'ACE. Mais bref. On introduit du coup le président qui était actuel à ce moment... Enfin, le président de l'ACE à ce moment-là qui était Johan Malus. L'ACE a jusqu'à là, à Europa Park, été très mis comme la Ligue des Gentlemen extraordinaires, un peu comme ça. Ils sont tous super géniaux, ils traversent le monde et tout. C'est trop chouette. Ils sont forcément bons. Ah bah non, du coup, Johan Malus n'est pas bon et c'est l'antagoniste principal en fait du livre. Ils introduisent aussi Catherine Noir. Catherine Noir, à l'heure actuelle où je vous parle, Catherine Noir est présidente de l'ACE. Au moment du livre, Catherine Noir n'est encore que la directrice du Chronazar. Ça aussi, chouette, j'apprécie. Catherine Noir a son propre personnage à l'intérieur. La mère des deux enfants, elle s'appelle Vivica. Je vais pas me lancer dans le nom de famille, j'arriverai plus à le prononcer. En tout cas, Vivica était aussi pendant très longtemps sur le blog de l'ACE sans forcément savoir qui c'était. Ah bah voilà, c'est la mère des deux enfants qui était aussi exploratrice au compte de l'ACE. Encore une fois, cette introduction d'ACE, chapeau. Autre coup de cœur qui découle un peu de cette ACE, c'est la toute fin. Je sais, je parle déjà maintenant de la toute fin parce que pour le coup, la toute fin m'a beaucoup plu. Tout au long du livre, il y a une certaine dualité avec les divinités nordiques.
vous avez Hugin et Munin, vous avez les 2 loups qui sont en haut de l'attraction de Vodan, j'arriverai plus à dire qui c'est maintenant, comment il s'appelle. À la fin, vous apprenez du coup que Svalgur est pas seul en fait. Svalgur est effectivement un serpent de glace, mais qu'il y a un autre serpent qui existe encore et qui va être, je pense, l'intérêt du 2e livre. Le 2e serpent, du coup, s'appelle Bolvun. C'est le serpent qui est pendu au Chronazar. On apprend tout à la fin que, du coup, Bolvun est l'équivalent feu de Svalgur et qui va s'apprêter à être réveillée, parce que, étant donné que c'est une créature mythologique, elle meurt pas vraiment, elle est en squelette, mais je pense qu'il t'explique que c'est juste en attendant qu'on la réveille, grossièrement c'est ça. Et donc Bolvun va être va être la vedette, je pense, du prochain livre. Du coup, on a vu les points positifs, on va continuer avec les points négatifs, toujours en spoilant bien comme il faut. Donc c'est parti, il y en a aussi. Promis, je vous parle plus de Snorri. Je crois. Je ne vous parle plus de Snorri. Le livre est bourré de raccourcis hyper faciles. Il y a une certaine logique à travers le livre, sincèrement je peux pas le cacher. C'est ce que je disais là avec la CE par exemple. Et du coup, les raccourcis, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Et j'ai notamment en tête le domptage de Akina vis-à-vis des Kelpies. On te présente les Kelpies pendant la moitié du livre comme étant des bêtes, littéralement, qu'il faut apprendre à dompter, c'est des années de domptage. Et là, ouais, en 10 minutes, elle a trouvé la solution en fait, et pas filer dompter. Voilà, c'est une bonne dose de scénarium, comme j'aime dire. Genre là, il fallait ça, donc le scénarium a fait que ça marchait bien. De l'autre côté, vous avez aussi à un moment donné Vivica qui arrive à envoyer une lettre, apparemment, au Chronazar, du coup à Johan. D'où t'arrives à envoyer une lettre de Roulantica? Non, ça marche pas. Et t'as encore une fois l'impression de te faire prendre pour un neuneu, en fait, ça c'est... Ouais, non. Autre truc que j'ai pas aimé, mais tout simplement parce que j'ai absolument pas compris l'intérêt. Catherine Noir est du coup directrice du Chronazar, mais elle est méchante, mais genre pour rien du tout. Il y a tout un passage où du coup les 2 enfants vont lui parler pour essayer de trouver des informations sur leur mère. Ils pensent que leur mère faisait partie du staff du Chronazar. Voilà, ils sont venus au moment de dire bon bah on va demander à la directrice. Ils croisent Catherine Noir. Catherine Noir a une certaine animosité envers Vivica. De ce comprendre, apparemment ils ont eu quelques soucis, voilà. Mais Catherine est foncièrement mauvaise avec les enfants au point qu'elle dit « Maintenant vous allez devoir partir d'ici sinon vous allez le regretter ». Meuf, à quel moment t'es méchante comme ça gratuitement avec des gens qui viennent juste te demander un truc? Tu leur dis ça ne vous concerne pas, on aurait pu s'arrêter là. Je vois pas non pourquoi est-ce qu'il fallait encore lui faire dire ne revenez plus sinon vous allez le regretter. Catherine Noir à la base est pas méchante, hein. Ils en ont fait un sous-antagoniste mais genre de 1 page. J'ai un autre problème aussi avec l'antagoniste principal qui est Johan Malus. Comment vous dire, un antagoniste, ça sert à mettre du piquant un peu dans un roman, dans une histoire. Johan Malus aurait très bien pu faire partie de la Team Rocket, hein. Il a autant de charisme et d'idées dans ses plans de conquérir le monde pour je ne sais quelle raison. Maintenant j'ai envie d'être immortel. À aucun moment j'arrive à sentir Johan comme une véritable menace. Johan Malus est introduit dans le dernier quart du livre. Le dernier quart. Il y a eu 3 quarts de livre sans réel méchant. Et ça, c'est le 2e plus gros point faible du livre. Le livre n'a pas de méchant. Ils ont des très gentils et ils ont tout le monde contre eux. La mère d'Akina, c'est une antagoniste. La tante d'Akina, c'est une antagoniste. Les enfants méchants avec Mats, du coup, ils sont aussi des antagonistes. Ok, c'est déjà pas mal de vouloir aller chercher son frère jumeau que t'as perdu depuis je ne sais combien d'années, c'est pas un problème. Mais ça manque, enfin il y a un truc qui manque là, il y a une menace ou quoi que ce soit, enfin le combat final, il m'a fait ni chaud ni froid. Au moment où ça commençait à devenir tendu, j'ai même pas eu le temps encore de m'attacher ou d'essayer de comprendre un peu les motivations de l'antagoniste. Franchement, le livre passe plus de temps à essayer de décrire que Snorri c'est un gourmand et qui bouffe de la merde, plutôt que de donner un semblant de motivation à l'antagoniste principal. C'est nul! Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Genre, il est venu au bout des 3 quarts pour dire « Je suis méchant, je vais accomplir mon plan en l'espace de 12 pages. » C'était réglé. Et Johan Malus s'en va vers d'autres cieux. Voilà. 250 pages pour ça. Bah merde, hein.
Bon, bah voilà, on arrive au bout. Hein, qui l'eût cru qu'un jour j'allais faire une review d'un livre, mais voilà, nous y sommes. Je vais pas donner de notes. Je vais pas donner de notes sur le livre, tout simplement parce que tout était 100% déjà subjectif jusqu'à là. À vous de voir si je vous ai donné envie ou pas de le lire. Je peux que vous encourager également à vous faire votre propre opinion, à également me dire dans les commentaires si il vous a plu ou pas pour ceux qui l'ont lu, et pour quelle raison aussi. Je suis pas science infuse. J'ai pas une parole d'évangile. Ce que j'ai dit là, c'est mon ressenti. J'ai quand même passé un relativement bon moment à le lire. Je lirai le deuxième. S'il sort un jour en français, ce que je pense, je vous en ferai une review aussi, à voir s'ils ont corrigé des choses, s'ils partent dans le sens que j'aimerais qu'ils partent avec cette fin un peu pleine de suspense. Je suis curieux de tout ça. À vous de me dire si cette vidéo vous a plu, vous pouvez le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi lâcher tous vos commentaires de l'amour qui vont bien sur les réseaux sociaux, hein, qui sont du coup en barre d'infos et puis qui doivent s'afficher là quelque part. D'ici là, portez-vous bien, lisez des livres qui vous plaisent, ayez un œil critique dessus. On se retrouve bientôt, j'imagine, pour une nouvelle vidéo. Allez hop, je vous laisse. A plus!